Bonsoir à tous, le début d'une nouvelle semaine d'information locale avec TV 78. Bienvenue dans le 7-8 journal. Tout de suite, les titres de ce lundi 26 novembre. Les habitants de Coignères étaient appelés aux urnes hier pour une élection municipale partielle. La liste sans étiquette, nouvel élan pour Coignères de Didier Fischer arrive en tête à l'issue du premier tour. Ali Bousselam est deuxième, David Pentier dernier. Réaction à suivre dans cette édition. C'est le deuxième document du genre pour Trappes avec l'État et l'Éducation nationale. La ville a signé samedi son projet éducatif de territoire. Il organise toute la politique éducative trappiste au travers d'actions menées auprès des jeunes. Une signature qui a clôturé la semaine de l'éducation dans la commune. Enfin, avec Noël qui approche et le mois de décembre qui débute ce week-end, vous êtes peut-être à la recherche d'un calendrier de l'Avent. Depuis quelques années, la mode est de le faire soi-même. On vous explique tout en chronique. Des invités également à suivre dans ce journal. Paul Martinez, président de l'UDI 78, qui nous parlera de la stratégie du parti en vue des européennes de 2019. Et puis, deux membres du cyclotourisme de Morpa. L'association développe son projet autour du paracyclisme. C'est à suivre dans ce journal. Les gilets jaunes de nouveau mobilisés ce week-end contre la hausse des prix du carburant et contre la hausse également la hausse du coût de la vie. En plus de la mobilisation à Paris, des rassemblements se tenaient dans les Yvelines. Sur ces images au péage de Buchelet, l'autoroute A13 où une opération péage gratuit a été de nouveau menée entre une cinquantaine et une centaine de personnes présentes samedi et dimanche, délogées par les forces de l'ordre hier matin. Les manifestants ont prévu de faire des actions jusqu'à mardi soir, avant les annonces d'Emmanuel Macron sur la transition écologique. Et l'ambiance était bon enfant au péage de Saint-Arnoux en Yvelines sur la 10, avec une opération également péage gratuit au rythme de la Macarena. Élection donc ce dimanche à Coignères. Après la démission du maire sur fond de tension au sein de la majorité, les électeurs étaient appelés aux urnes avec une participation de 47%. C'est l'opposant sans étiquette qui arrive en tête devant les deux listes de l'ancienne majorité. Elles aussi ne revendiquaient aucune appartenance politique. Les précisions avec ce sujet de Wilfried Richy, les images de Marilène Pichino. Didier Fischer y a cru, c'est dès le premier tour qu'il aurait pu l'emporter. À 24 voix près, un second tour sera nécessaire dimanche 2 décembre afin de désigner le nouveau maire de Coignères. Il totalise 48,03% des suffrages exprimés contre 36,30% pour Ali Bousselam et 15,59% pour David Pentier. Un électeur sur deux s'est déplacé aux urnes. Donc j'appelle moi vraiment les Coignériens à se mobiliser dimanche. Parce qu'il y a effectivement, je dirais, encore à travailler et voilà, il faut donner un nouvel élan à Coignères. Didier Fischer, ancien adhérent du Parti socialiste, déjà candidat au dernier scrutin et aujourd'hui sans étiquette, pourrait donc faire basculer la commune. Ces deux opposants, anciens membres de la majorité de Jean-Pierre Sevestre, dorénavant opposés, ne peuvent que constater les conséquences de cette division sur l'opinion des Coignériens. Je regrette que les Coignériens ne soient pas venus beaucoup plus nombreux pour s'exprimer et puis évidemment choisir le plus possible, le mieux possible en tout cas leur maire. Donc j'espère et je les invite encore une fois à venir nombreux. Ce type d'élection n'a de sens vraiment que si la population se déplace en masse, parce que c'est important, c'est vraiment la vie quotidienne des Coignériens avec tous les dangers que nous avons évités depuis. Donc je reste rempli d'espoir. Si la fusion était une erreur, il faut le reconnaître, enfin la tentative de fusion en tout cas, aujourd'hui elle doit quand même vivre dans son environnement et son environnement c'est Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc je trouve que ce score, il est, même si forcément il est un petit peu décevant pour nous, il est quand même honorable puisque on n'est pas des pros de la politique. Leurs deux listes pourraient se maintenir. David Pentier n'avait encore pris aucune décision lundi soir, mais imaginait mal l'idée d'une fusion. Politique toujours avec mon premier invité, Paul Martinez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération UDI des Yvelines, également maire de Buchelet. On parle avec vous des élections européennes et de la stratégie en vue de cette élection. Juste avant, une réaction sur cette actualité. Le président de l'Union des maires ruraux des Yvelines, maire de Méricourt, Philippe Geslan, a été condamné à 3 ans d'inéligibilité par le Conseil constitutionnel. Il était la tête de liste UDI Modem aux dernières sénatoriales. Et c'est d'ailleurs pour son retard dans le dépôt de son compte de campagne lors de ces sénatoriales qu'il a été condamné. Quelle est votre réaction ? J'ai pas de réaction particulière. C'est une négligence, effectivement, matérielle qui coûte très cher à M. Geslan, malheureusement. C'est quand même dommage parce que c'est un maire d'une grande qualité et beaucoup de maires ruraux le pensent, je pense.
Alors, l'Union des démocrates et indépendants a présenté à Versailles vendredi sa stratégie pour les élections européennes au programme le 26 mai 2019. Avant d'en parler, quels sont les enjeux selon vous pour ces élections? Est-ce que c'est plus un vote sanction pour ceux qui ne seraient pas satisfaits de la politique d'Emmanuel Macron? Il y a de réels enjeux derrière cette élection. Comment vous le présentez? Il y a de réels enjeux. Ceux qui veulent faire de cette élection un Macron bashing ou un référendum contre Emmanuel Macron veulent amener le peuple français encore sur des thématiques populistes, caricaturales. Le but n'est pas là. Cette élection est fondamentale dans la mesure où il peut sortir du scrutin du mois de mai prochain une majorité populiste au sein du Parlement européen, du jamais vu, une majorité qu'on pourrait qualifier d'eurodestructeur. Donc bien évidemment... Ça serait une mauvaise nouvelle, ça? Bien évidemment. L'UDI, qui est parmi la famille politique, c'est la famille politique dont l'ADN est le plus européen. Nous sommes même fédéralistes, en plein sens du terme. Nous considérons qu'effectivement une telle majorité au Parlement européen serait absolument une catastrophe dans la mesure où le projet européen serait complètement avorté, disons-le clairement. Et comment on sensibilise aujourd'hui les Français qui sont peu nombreux à chaque fois à se mobiliser pour ces élections européennes, moins de 43% lors des élections européennes de 2014? On leur dit par exemple que les thématiques qui doivent être gérées à l'échelle du continent européen sont celles de leur quotidien aussi. C'est pas simplement cette Europe qui existe, qui est souvent caricaturée, technocratique, qui s'occupe de telle ou telle norme. C'est aussi ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple avec la révolte des Gilets jaunes, cette question de la fiscalité écologique, cette question de la lutte contre le changement climatique, elle ne peut pas s'opérer, et ils ont raison quelque part aussi les Gilets jaunes de le dire, qu'à l'échelle de la France. Il faut que ce soit coordonné à l'échelle européenne, et ça c'est une des politiques publiques qu'on veut mener, nous, l'UDI, à l'échelle du continent, bien sûr. Alors, lors du dernier scrutin, justement, en 2014, l'UDI était parti avec le MoDem, vous aviez récolté dans les Yvelines 14%, vous classant notamment devant le PS. Là, pour ces élections, ça va être quoi la stratégie? Refaire une alliance, partir seul? L'UDI de l'Essonne, par exemple, appelle à partir seul pour cette campagne. Quelle est votre position sur le sujet? L'UDI de l'Essonne et beaucoup d'autres fédérations appellent effectivement à partir seul, dans la mesure où effectivement la majorité plutôt européenne du président Macron et ses alliés du MoDem, qui étaient les nôtres, vous avez eu raison de le rappeler, il y a quelques années, dans la mesure où ils se retrouvent un peu coincés dans les débats nationaux que l'on connaît, nous on veut préserver la question européenne et les questions européennes d'une manière générale, et il nous faut présenter un projet européen à plein. Bien sûr. Donc, partir seul serait une solution. Nos alliés d'antan, les LR, ayant une toute autre vocation aujourd'hui en matière d'Europe, c'est pas tout à fait ceux avec qui on compte effectivement s'allier. Donc, partir seul peut être une solution parce que nous avons un projet et une identité très particulière autour du fédéralisme, cette Europe puissance en quelque sorte. LR avec qui vous étiez parti notamment lors des présidentielles et des législatives en 2017. Du coup, quand ça va se décider? C'est lors du congrès national le 15 décembre que tout ça va se décider? C'est ce congrès extraordinaire qui va nous faire décider si nous partons seuls ou avec d'autres. Il semble évident qu'au sein de l'UDI, les militants, a fortiori après les différentes séquences de réorganisation de l'échiquier politique, les différents militants et les différents élus ont quand même l'intention de porter cette question de l'Europe puissance qui vient au service et en protection des Européens et des Français notamment, ont envie de porter cette question seul pour pouvoir effectivement montrer la différence que nous avons avec tous les autres partis politiques sur cette question-là. Et pour terminer, en 30 secondes, ça va être compliqué, je le sais, la vision de l'UDI pour l'Europe, c'est laquelle, les priorités? La priorité, elle est effectivement de lutter contre les problématiques de climat, ça c'est fondamental. C'est aussi donner en quelque sorte à cette Europe une capacité de faire balance entre guillemets avec les superpuissances que sont la Russie et les États-Unis notamment, et bien évidemment d'accompagner tous les Européens dans un quotidien autour on a plusieurs thématiques sur la sécurité avec la création d'un parquet général, on a aussi les thématiques autour de l'indépendance énergétique comme je vous l'ai dit. L'idée c'est de rendre cette Europe plus puissante et indépendante à l'égard du reste du monde en quelque sorte. Merci Paul Martinez d'avoir été avec nous, président de la fédération UDI et des Yvelines également, maire de Buchelay. Merci à vous.
On vous parlait de cet événement la semaine dernière. Trappes organisait sa semaine de l'éducation. Pour clôturer ce rendez-vous, élus, représentants de l'État et de l'éducation nationale ont signé le 2e projet éducatif de territoire de la commune. Reportage de Nicolas Dandry et de Marilène Pichino. La semaine de l'éducation organisée à Trappes se termine en signature, celle du projet éducatif de territoire. Véritable ossature de la politique éducative de la ville, il permet d'impulser et de mettre en cohérence les actions menées dans tous les domaines éducatifs, culturels et sportifs des enfants et des jeunes. Et donc on voit que l'intérêt est essentiel, c'est que personne ne travaille entre deux cloisons. Tout le monde travaille avec un suivi de l'enfant dans sa personne et dans sa diversité. Ça concerne 13 500 jeunes de la ville. C'est le 2e projet à être signé, un véritable travail de concertation entre les équipes pédagogiques, la ville, les associations et les parents d'élèves. Ça demande beaucoup de dialogue, beaucoup de patience, mais aussi beaucoup de rigueur pour rester dans le concret, rester dans le concret et dans le faisable aussi, et non pas dans l'illusion. Et moi, je suis frappé de voir la richesse et la densité de tout ce qui est offert à Trappes. Directeur de l'Académie de Versailles, préfet et directrice générale de la Caisse d'assurance familiale des Yvelines étaient présents pour montrer leur soutien au projet. L'éducation à Trappes, c'est le cœur et c'est pour cela que nous sommes là. Et nous avons voulu à la fois marquer la volonté des services de l'État et ceux de l'éducation nationale particulièrement, de soutenir tout cela. Un travail éducatif commun réalisé par l'ensemble des acteurs pour les enfants et jeunes de 0 à 25 ans. C'est en ce moment la semaine du handicap à Maurepas, 2e édition de ce rendez-vous dans la ville avec plusieurs animations, notamment samedi, près de la halle du marché, présentation et démonstration de vélos adaptés proposés par le club de cyclotourisme de Maurepas. Avec moi pour en parler en plateau, 2 membres du club, Jean-Pierre Chardon et Jean-Yves Pervis. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va bien sûr parler de cette animation, mais aussi et surtout du projet actuel du club. Le cyclotourisme de Maurepas souhaite développer le paracyclisme. Première question pour commencer, pourquoi c'est important pour vous d'aller dans ce sens, de développer le paracyclisme à Maurepas ? L'objectif, c'est d'apporter des solutions à des personnes qui, à un moment de leur vie, rencontrent soit la maladie, soit l'accident, soit le handicap, et leur faire prendre conscience qu'il y a des solutions qui existent. Alors si on revient justement sur la jeunesse du projet, Jean-Yves Pervis, vous en êtes à l'origine, ancien cycliste de haut niveau, et vous étiez aussi le président du CT Maurepas. Vous êtes atteint d'une maladie neurodégénérative. Pourquoi c'est nécessaire pour vous de lancer ce projet ? Pourquoi ça vous tenait à cœur ? Disons qu'à partir du moment où on est un peu isolé comme ça, on se retrouve très vite déconnecté de la vie du club et on se retrouve un peu tout seul. Donc à partir de là, à partir du moment où je fais quelque chose seul, j'essaie de trouver des clubs qui font un peu pareil. Puis deuxièmement, puisque je suis dans cette situation-là, pourquoi pas en faire profiter d'autres. Il y a des solutions qui existent, assez intéressantes et assez innovantes aussi, et donc c'est un peu la démarche. Vous avez dit mise à l'écart, c'est ce que vous avez ressenti, vous ? Ah oui. Ouais, pour une raison physique d'abord, et puis pour une raison, vous pouvez entendre, de difficultés de parole. Donc socialement, ça déconnecte un petit peu de la vie réelle, quoi. Donc à partir de là, il reste pas grand-chose comme possibilité, si ce n'est de trouver tout ce qui fonctionne encore. Et ce qui fonctionne encore, ce sont les muscles. La tonicité au niveau des jambes fonctionne encore. Donc j'ai essayé des vélos spéciaux, et puis je me suis aperçu que ça allait très bien. Donc là, quand je sors de mon isolement et que je vais vers la nature, à la fois dans Rambouillet sur mon tricycle, c'est une autre vie qui commence, quoi. Donc à partir de là, j'ai essayé de voir si, comment il y avait d'autres personnes qui étaient dans cette situation-là, et je me suis aperçu en effet qu'il y avait d'autres clubs en e-sport. Et c'est à partir de cette rencontre que j'ai eu besoin de regrouper un peu tout ça et de faire ce genre de choses. Ouais, ce que dit Jean-Yves Perris, c'est très important. Il existe des solutions. Il ne faut pas s'abattre sur ce projet, sur ce dossier, il existe des solutions. Bien évidemment, Jean-Yves a commencé une démarche d'ordre tout à fait personnel, comme il l'a indiqué. Il a été atteint d'une maladie neurodégénérative. On n'arrive pas à mettre un nom, le corps médical n'arrive pas à mettre un nom dessus. Il a commencé par acquérir un trike, un vélo couché adapté, pour pouvoir faire de l'exercice un peu seul. Et puis après, comme il le dit justement, autour de lui, il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de populations qui avaient qui étaient elles aussi dans des situations de handicap et qui adaptaient
leur statut du moment avec des vélos adaptés. Et à ce titre-là, il est entré en contact avec la section d'e-sport de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec la section d'Irou Loisirs. Et dans ces sections, on trouve différentes natures de vélos adaptés pour maintenir une pratique. C'est-à-dire qu'on en est aujourd'hui concrètement, il disait, il y a des contacts qui ont été établis avec d'autres clubs, le VC Sky, vous en parlez, le Vélo Club de Saint-Quentin-en-Yvelines. J'arrive à en parler, effectivement. Justement, il y a un garçon extraordinaire dans ce club en e-sport, c'est Eric Cassassi, qui a eu un accident et est devenu paraplégique et a créé une section d'e-sport à ce club qui est extraordinaire avec Thierry Fabre, le président du club. Ils sont en osmose. C'est exceptionnel dans la région parisienne. Ça n'existe pas. Les clubs valides, si vous voulez, ont peur un peu de nous dire, je suis certain. Il y a 4 ans, j'étais dans cette situation-là et je ne serais pas ce soir à vous expliquer ça s'il n'y avait pas eu ce problème personnel. Absolument. On parlait d'un Lirou Loisir, c'est pareil, Patrick Tourette est un type, c'est un saint ce mec-là. Il a créé, un centre pour handicapés, les jeunes handicapés, une section e-sport extraordinaire, et c'est ça du lot à tout le monde, y compris les gens qui sont en mal de repère, etc. Des choses bien se font en Ile-de-France, et ça sera le cas, et c'est le cas également au CT Maurepas. Et c'est le club-là qui va venir avec moi samedi. D'accord, justement, pour parler de cette journée de samedi que vous organisez, 10h à 12h30, c'est une matinée de présentation et de test de ces vélos adaptés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir justement tester samedi ? Ce qu'il faut dire déjà, c'est que l'intervention du CT Maurepas s'effectue dans le cadre de la semaine du handicap qui se déroule cette semaine donc à Maurepas, avec en point d'orgue samedi matin dans le cadre du marché hebdomadaire, la présentation et la démonstration de vélos adaptés. Donc chacune des sections dont on a évoqué l'existence là, le VCE Sky, Andirou Loisirs, vont présenter leur monture adaptée, vont faire des tours à des personnes. On a un adhérent de notre club qui a eu un grave accident de la route, qui a perdu l'usage d'une jambe, qui va pour la première fois samedi monter sur un vélo adapté pour voir ce qu'il peut faire aujourd'hui avec son handicap du moment. Donc l'idée, c'est de proposer, de les faire tester. C'est aussi de sensibiliser, j'imagine, les Maurepaziens qui seront présents sur le marché. L'objectif, c'est d'aller au-delà du périmètre des simples associations sportives, c'est de sensibiliser la population au sens large. Une dernière question, parce qu'il nous reste 1 minute. Là, les ambitions pour le CT Maurepas, quelles sont-elles sur ce projet ? L'ambition, c'est justement de pallier un peu à ce manque d'intérêt qu'on a pour le handicap et de mettre une section au niveau de Maurepas. Il y a une autre section qui sera avec nous également, c'est les gens de Croatie, parce que Croatie pratique quelques-uns avec des non-voyants. Et là encore, au niveau des tandem, j'évalue le Croatie avec une association qui s'appelle Échappée Belle, ont justement les pilotes pour les non-voyants. Donc, à travers ça, essayer de créer une section au niveau du CT Maurepas pour développer ça. Vous voulez rajouter peut-être un mot en 20 secondes ? Non, ce qu'il faut dire, c'est que le projet du CT Maurepas a été identifié comme un projet fédéral aussi, avec des dotations bien évidemment financières de la part de la Fédération française de vélo, anciennement appelée Fédération française de cyclotourisme, et sponsorisé par AG2R La Mondiale, qui nous aide à promouvoir cette initiative au sein du CT Maurepas. Et donc rendez-vous ce samedi de 10h à 12h30 près de la halle du marché. Merci Jean-Pierre Chardon, merci Jean-Yves Pervis d'avoir été avec nous. Toutes les informations sur le CT Maurepas sont à retrouver sur son site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et puisqu'on parle de cyclisme, messieurs, souhaitons un joyeux anniversaire à Robert Marchand. Il fête ce lundi ses 107 ans. Le cycliste est le détenteur de plusieurs records de l'heure dans sa catégorie d'âge, des exploits réalisés au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. En octobre, Robert Marchand était d'ailleurs revenu dans l'enceinte pour s'entraîner malgré sa retraite sportive. Et pour souffler ses bougies, le centenaire a réalisé aujourd'hui à vélo 20 km sur les routes d'Ardèche. On reparlera sport dans ce journal dans un instant. Mais d'abord, ce sujet, quand Tim Burton inspire les chorégraphes, le réalisateur américain est le point de départ de la nouvelle création de la compagnie Echo, inspirée de 4 contes. 4 chorégraphes ont créé 4 solos. Les petites histoires d'eux sont à découvrir au Prisme d'Elancourt le 27 novembre. Mélanie Poquet. D'étoffe blanche est sa peau, et elle est toute raccommodée, et elle est pleine d'épingles. Ce sont les premiers mots de la fille vaudou de Tim Burton, qui ont inspiré Kathleen Noël, chorégraphe haïtienne pour la compagnie Echo. C'est une fille qui danse, qui rentre en transe, mais en fait,
autour d'elle, elle a des fantômes. Mais si ces fantômes se rapprochent d'elle, elle a des épingles qui rentrent dans le cœur, donc ils vont la percer. Donc ça c'est déjà une base. Après, Ketli a fait tout un travail par rapport au voodoo, évidemment, en transposant cette histoire sur un garçon. Les petites histoires 2 sont au nombre de 4. 4 contes, 4 visions. Emilio Calcagno, le directeur artistique, voulait s'interroger sur la jeunesse, la différence. C'est sûr que nous, on s'est librement inspiré des contes de Tim Burton. Il ne s'agit absolument pas de retrouver ni les dessins, ni les images de films. Ce qui est intéressant, c'est la narration dans ces contes. Ce sont des contes qui sont très courts. Et la durée de la narration, c'est à peu près la même sur le plateau. Donc j'ai vraiment eu envie de créer des capsules chorégraphiques. Ils font à peu près 15 minutes. 4 solos où le mouvement, le corps et le danseur sont au cœur de la création. Les interprètes à leur tour vous confient les petites histoires d'eux. Et pour terminer ce journal, 2 journalistes de la rédaction m'ont rejoint en plateau. Mélanie Poquet, bonsoir. Bonsoir. Et Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory. On commence avec vous. D'ailleurs, Mickaël, avec du sport. Comme chaque lundi, vous nous donnez les derniers résultats sportifs du week-end. On commence par du handball, direction le championnat de pré-régional. C'est ça, on jouait la 8e journée ce samedi 24 novembre et les Bleus et Blancs de Trappes se sont imposés tout en maîtrise face aux Mureaux, dernier du classement de cette pré-régionale. Les Trappistes l'emportent 43-35 dans leur gymnase après un festival offensif. On écoute les réactions micro de notre journaliste Nicolas Dandry. Je pense qu'elle est méritée. On s'est tous donné à 200%. On a su jouer même physiquement jusqu'au bout, malgré des trous défensifs qui nous ont fait mal sur certaines périodes, mais sinon dans l'ensemble ça a été très très bon. L'équipe en face était, on va dire, sur le papier moins forte, ils se sont renforcés, mais ça reste une équipe qui était largement à notre portée normalement. Mais une équipe que le leader a battu que de 6 buts la semaine dernière, donc là on leur met 7 buts, bon voilà, l'objectif est atteint. Un résultat qui pourrait être un tournant dans la saison des Trappistes. Cette 2e victoire consécutive permet aux joueurs de Frédéric Bélanger de grimper à la 4e place du championnat après 8 matchs disputés. La montée, l'objectif du club semble accessible. Le premier est à 2 points devant, donc une victoire étant à 3 points, tout est très serré. Et vu qu'il y a deux places pour monter en région, c'est encore tout à fait faisable. Maintenant, il faudra faire mieux. Mais voilà, on est dans les places, on est encore en vie, disons. Trappes tentera de continuer sa remontada, je vais réussir à le dire Grégory, dès le mois de janvier prochain, après la trêve hivernale. Les Trappistes se déplaceront sur le terrain de Ben. Vous aimez ça, la remontada, je crois. Remontada, ouais, c'est ça m'a tout émoustillé. On continue toujours du handball, mais côté féminin, cette fois-ci. Voilà, Montigny-Bretonneux a lourdement chuté sur le terrain de Rouen lors de la 8e journée du championnat de National 2. Les Igny-Montaigne se sont inclinés 29-20 à l'extérieur. Au classement, les Yvelinoises restent à la 7e place avec un bilan négatif de 3 victoires pour déjà 5 défaites. Place à la trêve maintenant pour l'Euro de handball féminin. Le prochain match est programmé le 12 janvier contre Lisieux. On leur souhaite de se reposer pendant les fêtes de Noël et de ne pas abuser du foie gras. Avec modération. Enfin du basket pour finir, Mickaël. La 8e journée du championnat de National 3 à masculine. Trappes se déplaçait sur le terrain de Vineuil et les Trappistes sont repartis avec une victoire dans leur valise. Ils se sont imposés sur le fil 72-67 dans un match très serré. Au classement, Trappes reprend la 2e place à son adversaire du jour et revient à un petit point de la première place détenue par Poitiers. Merci, votre émission le 7-8 Sport dans un instant. De quoi parlerez-vous ? On recevra notamment un apnéiste, Xavier Delpy. Il a plongé à plus de 100 mètres de profondeur. Nous recevrons également Tristan Couedel qui participera au rallye automobile Africa Eco Race. Et c'est à suivre après ce journal. Mais avant, on va vous écouter quand même. Mélanie Poquet, dans moins d'un mois, c'est Noël, un dernier mois qui met la patience à rude épreuve pour attendre plus sereinement que le Père Noël donne ses cadeaux au pied du sapin, on va y arriver. Rien de mieux qu'un calendrier de l'Avent. Mélanie, depuis quelques années, la mode est au fait soi-même. Et oui, il faut vous dire, Grégory, qu'en 2015, il s'est vendu près de 12 millions de calendriers, une tradition qui nous vient d'Allemagne. À l'époque, durant 24 jours, on donnait des images pieuses. Alors depuis, le calendrier a bien changé. Il y a des chocolats, des bonbons, des jouets, du fromage et même des bières. On peut aussi le créer soi-même. Grégory, vous l'avez dit, on peut varier le plaisir.
Il y a plusieurs sortes de calendriers, ce qu'on dit le do-it-yourself en anglais. Do-it-yourself. Alors là aussi, beaucoup de choix. Quand on a un peu de temps, vous pouvez faire tout le calendrier en créant des boîtes, en cachant les surprises dans des enveloppes ou des petites sacoches. Vous pouvez aussi acheter des structures en bois qu'il suffit de décorer. Beaucoup de commerces en proposent, même des ateliers. C'est ce que vous voyez sur les images. Et pour vous dire l'engouement, cette enseigne d'activités créatives vend 1 millier de modèles chaque année. Tous les ans, on en vend énormément. Les maisons plaisent beaucoup, le calendrier en forme de triangle plaît beaucoup aussi, donc avec des décorations diverses, des couleurs diverses. Le calendrier peut être mis en valeur tous les ans et puis les familles aiment bien les préparer ensemble. Alors cette enseigne a en rayon une dizaine de modèles, même nombre de modèles dans une autre enseigne, elle située à Maurepas, comptez entre 15 et 30 € le support, de quoi faire et se faire plaisir. Il faut quand même compter 2 bonnes heures pour aller réaliser son propre calendrier, c'est donc une activité à faire en famille, et dedans, qu'est-ce qu'on peut y mettre dans ce calendrier? Tout ce qui fera plaisir aux destinataires, je ne sais pas quels sont vos goûts, Grégory, mais par contre je vous propose d'écouter les principaux intéressés. Des Kinder Surprise, des jouets. Du chocolat. Des chocolats. Bon, pour moi, c'est le chocolat aussi. En tout cas, plus que quelques jours à patienter. Le 1er décembre, c'est ce samedi. Merci, Mélanie. Le 7-8 journal touche à sa fin. Le replay et ses reportages sont à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée avec TV78.